Dans cet exercice, nous allons essayer de résoudre un problème simple d'électrocinétique avec une méthode extrêmement générale qui vous permet bien de déterminer les tensions et les courants qui circulent dans n'importe quelle branche ou les tensions aux bornes de n'importe quel élément d'un circuit pour peu que vous connaissiez les éléments qui constituent ce circuit. C'est ce que je vais suivre, le cheminement du point important de votre cours qui s'appelle « Résoudre un problème d'électrocinétique ». Je vous ai présenté ici un circuit qui pourrait correspondre à quelque chose de bien réel, ici où on a 3 résistances qui ont été branchées avec des piles. On ne s'est pas trop préoccupé du sens d'orientation des piles. Là ici vous avez vu, j'ai mis les piles tous les deux, le moins en bas, le plus vers le haut. Et peut-être que c'est un peu contradictoire avec le sens intuitif. En tout cas, on ne peut pas savoir a priori comment va circuler le courant. Donc, essayez pas de le faire, c'est quelque chose de très difficile de deviner a priori le sens de parcours du courant. Et donc, on va juste utiliser les mathématiques et utiliser la méthode que je vous propose pour savoir dans quel sens circule le courant et puis quelles sont les tensions au bord de chacun des composants. Commençons donc par la première étape du point important, à savoir assigner un nom et un sens arbitraire au courant dans chacune des branches de circuit. Donc, je vais commencer par appeler ce premier courant, je vais l'appeler I0, celui-ci je vais l'appeler I1, celui-ci je vais l'appeler I2, là on aura I3, et enfin ici I4. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà deviné que I0 et I1 sont égaux, puisque c'est la même branche, mais on peut imaginer qu'on ne voit pas bien les choses, et que c'est ça qu'on a dessiné. Ensuite, il faut assigner un nom et un sens aux tensions aux bornes de chaque composant, et là on n'a plus le choix. À partir du moment où on a orienté les courants, vous avez le choix que j'ai fait pour les courants est totalement arbitraire, et si vous avez choisi autre chose, c'est pas grave. Maintenant, l'étape qui est importante, c'est lorsque vous allez orienter la tension, il faut que les flèches soient dans le sens opposé au courant. Donc ici, je vais appeler U4, là je vais avoir U3, ici U2, là U1, et enfin, ici, hop, U0. Voilà. Ensuite, on doit écrire la loi des nœuds en chaque nœud du circuit. Donc on peut imaginer, on va regarder, vu la représentation que j'ai utilisée, les différents nœuds que j'ai, on pourrait dire qu'il y en a ici, et ici. Souvent il y a beaucoup trop de nœuds qu'on représente, mais bon, voyons ce qu'on peut obtenir avec chacun de ces nœuds. Donc on va leur donner des noms à ces nœuds que je choisis dans l'exercice. Je crois que j'avais choisi B, C, D, et puis quelque chose comme A', A, et puis A seconde. Alors, la loi des nœuds exprimée aux points qui sont vraiment intéressants, donc au point B. Alors, qu'y a-t-il? On voit que les courants qui rentrent, la somme des courants qui rentrent doit être égale à la somme des courants qui sortent. Alors la somme des courants qui rentrent, c'est I0, il n'y a que I0 qui rentre, qui doit être égal à I1. Donc là on voit un petit peu la situation qu'on avait mentionnée au début, qui est que c'est le même courant ici qui circule dans cette branche. On doit avoir au point C, qu'est-ce qu'il y a? C, c'est un point intéressant, puisqu'il y a I1 qui rentre, et I2 et I3 qui sortent. I2 plus I3. Alors, qu'est-ce qui se passe au point D? Au point D, c'est I3 égale I4. Voilà, et puis les autres nœuds, en fait, vous allez voir ce qui va se passer. Qu'est-ce que je vais écrire? C'est au point A seconde. Au point A seconde, ce qui rentre, c'est I4. Alors, on n'avait pas noté, mais on aurait pu noter ça I5. On va juste dire, non, on ne va pas s'intéresser à ce qui se passe en A seconde. Ce que vous deviniez, c'est que le courant qui rentre I4, et ce qui va sortir, ce sera aussi I4. Donc on a une égalité. C'est au point A que je vais voir ce qui va se passer. Donc ici, vous savez qu'il y a I4, ici, il y a I0, et ici, il y a I2. Donc, au point A, on a I2 plus I4 qui doit être égal à I0. Comme I4 est égal à I3, en fait, c'est I2 plus I3 est égal à I0. Et vous voyez, on retrouve l'une des équations qu'on avait au-dessus. Donc la loi des nœuds, a priori, vous allez avoir plus de lois que nécessaire. Donc il faut voir toutes les lois qui sont indépendantes les unes des autres. Et ici, vous voyez, c'est ces trois-là, B, C et D. Ça, c'est l'expérience qui va vous montrer
quelles sont les lois que vous devez garder. Alors, ensuite, quelle est l'étape que l'on vous propose? On vous propose d'écrire, de repérer les différentes mailles du circuit. Encore une fois, il y a une infinité de mailles, et c'est un petit peu l'expérience qui va vous guider. Il faut choisir un sens de parcours à la maille. Moi, je prends toujours le sens anti-horaire, le sens trigo, par habitude un petit peu. Et donc, je fais la maille que je vais lui donner un nom, la maille 1. Puis je vais écrire la loi des mailles sur la maille numéro 1. Puis regardez ce que ça donne. Je vois donc que j'ai U1, U0 et U2 qui sont toutes dans le même sens que la maille. Donc finalement, ce que j'ai envie d'écrire, c'est U1 plus U0 plus U2 est égal à 0. Ça, c'est la loi des mailles exprimée sur la maille 1. Je vais faire la même avec la maille numéro 2. La maille numéro 2, qu'est-ce qu'on a? On a U4 qui est dans le même sens que la maille, donc c'est plus U4, plus U3. Et là, attention, vous avez vu, la maille, elle parcourt U2 dans le sens opposé. Et par conséquent, on va noter moins U2 qui est égal à 0. Et ben voilà. Nous en sommes donc à l'étape numéro 5, qui est utiliser le lien, entre parenthèses la caractéristique de chaque dipôle, pour relier les différentes tensions aux différents courants. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Ça, c'est l'étape numéro 5. Alors, qu'est-ce que c'est que U1, U0, U1, U2, U3, U4? Et puis, qu'est-ce que je vais avoir? Tac. Alors, U0, qu'est-ce que c'est? C'est la caractéristique d'une pile. Là, c'est simple, c'est moins la force électromotrice de cette pile. Alors, on vérifie bien que la pile est mise dans le bon sens. Oui, on a quelque chose comme moins E. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour U1? U1, c'est une résistance. Donc, c'est pas à réfléchir, c'est R1I1. Pour U2, c'est R2I2. Et pour U3, c'est R3I3. Et puis U4, qu'est-ce que c'est U4? Eh bien, c'est la tension aux bornes d'une pile. Alors, attention, vous voyez que le dessin correspond. Ici, on a la tension. Je vous rappelle que le dessin de référence que je vous avais donné, c'était celui-ci, où on a une force électromotrice E, un courant I qu'il parcourt et une tension U à ses bornes. Ça, c'était le dessin classique que je vous ai donné. Si on regarde le dessin à quoi il correspond, on voit que finalement on est dans une situation un petit peu différente, où le courant est dans le sens, finalement ici si on regarde, on a I4, et puis U4 qui est dans le sens opposé, comme ça, U4, avec E'. Donc en fait ici on voit que le dessin, le composant est installé dans le sens inverse de celui que je vous ai proposé d'apprendre. Et donc ici, la tension U4, ce sera égal à plus E'. En fait, l'astuce, c'est de regarder le sens de la flèche qui est indiquée à l'intérieur du générateur pour savoir dans quel sens la tension U4 sera positive. Et donc finalement, U4, c'est égal à plus E'. Voilà. Ben, maintenant, on a tout un tas d'équations avec un certain nombre d'inconnus, et normalement vous devriez avoir suffisamment d'équations pour déterminer chacune des inconnues. Donc, eh bien, allons-y, remplaçons un petit peu, on va utiliser dans la loi des mailles un petit peu. Alors, la loi des mailles M1 que nous avions obtenue. U1, qu'est-ce que c'était? C'est R1I1 plus U0, donc ici, moins E, plus U2, plus R2, I2, est égal à 0. La maille M2, U4, R4, U4, c'est plus E', plus U3, U3, c'est R3, I3. Alors là, je vais essayer de garder un minimum d'inconnus. Je sais que I3 et I4, non, je vais le garder. Je vais le garder, tu vois. I3, je le garde. R3, I3, moins U2, moins R2, I2, est égal à 0. Alors, combien j'ai d'inconnus? Ici, j'ai deux équations, et puis j'ai I1, I2 et I3. Ah, il doit forcément me rester une équation. Alors, je vais regarder dans le tas, celles qui me font intervenir I1, I2 et I3. J'ai le choix de regarder parmi la loi des mailles, parmi
les caractéristiques ou parmi les lois des nœuds, celles qui font intervenir I1, I2, I3. Et je vois que celle qui me semble plutôt intéressante, c'est celle-ci, c'est I1 égale I2 plus I3. Donc j'en rajoute une. Donc ça c'était la maille 1, la maille 2, et puis une loi des nœuds. Ici c'est I1 est égal à I2 plus I3. La résolution de ce système, en prenant en compte les valeurs numériques de tous les composants que j'ai mis ici, permet de déterminer I2, I3 et I1. On trouve I2 égale 3 ampères, plus 3 ampères, attention c'est important, I3 plus 2 ampères et I1 plus 5 ampères. Si jamais vous aviez orienté les courants dans l'autre sens, il est possible que vous ayez trouvé I1 égale moins 5 ampères. Là, ça signifie que le sens réel du courant est le sens opposé au choix que vous aviez fait au tout début. Un point intéressant à noter est le suivant. Si vous calculez la puissance absorbée par le dipôle numéro 4, P4, qu'est-ce que c'est par définition la puissance absorbée par ce dipôle, alors c'est pas n'importe quel dipôle, vous avez vu, P4 c'est une pile. Alors donc ce sera U4 que multiplie I4, avec U4 est égal à E', et puis I4 c'est en fait égal à I3, et si vous faites ce calcul, vous allez trouver 12 watts. Cela signifie que la puissance absorbée par cette pile est positive. De même, si vous faites la puissance absorbée par le dipôle 1, qui est la première pile, P1, vous allez trouver, avec la même méthode, vous allez trouver P1 qui est égal à moins E que multiplie I1, et ça doit faire quelque chose comme moins 85 watts, avec les valeurs numériques que je vous ai notées ici. Eh bien, vous voyez que la puissance absorbée par la pile numéro 1 est négative, donc en fait c'est une puissance qui n'est pas vraiment absorbée, elle est libérée, donc c'est le comportement normal d'une pile. Mais regardez, point intéressant ici, la pile numéro 4, ici, a une puissance absorbée positive, ce qui signifie qu'elle est vraiment en train d'absorber de l'énergie. Et donc, si cette puissance est positive, ça veut dire que la pile n'est pas en train de se décharger, elle est tout simplement en train de se recharger.